Voici, sous vos yeux ébahis, Rodolphe II, empereur du Saint-Empire romain germanique, peint par Giuseppe Arcimboldo au XVIe siècle. Je sais, ça surprend la première fois. Surtout quand on réalise que c'est bien un portrait exécuté pour un des plus puissants souverains de l'époque. Alors on pourrait se dire que c'est une œuvre satirique, une moquerie déguisée, glissée sous le nez d'un despote un peu naïf, mais non seulement ce n'est pas le cas, et en plus, Rodolphe II, il va adorer ce tableau. Au-delà de ça, les questions qui ne m'ont pas lâché quand j'ai vu cette œuvre pour la première fois, c'est comment et pourquoi une telle œuvre, et presque toutes celles d'Arcimboldo en fait, ont-elles seulement pu voir le jour à l'époque. Parce que là, on est en 1590, le même siècle qui a vu prospérer Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci. Autant dire qu'on n'était pas vraiment dans le même registre. Et surtout, peut-être la question la plus importante, c'est pourquoi diable un empereur aurait-il voulu être représenté comme ça. De loin, on distingue nettement les contours d'un visage et de près, les éléments de l'assemblage se précisent, alors la confusion s'empare de nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Arcimboldo joue avec ce fameux phénomène de pareidolie, ce penchant du cerveau que vous avez sans doute déjà expérimenté à voir du familier dans l'incongru, à prendre des nuages pour des dragons ou des chevaux qui s'élancent dans le ciel. Avec ces illusions de visage, Arcimboldo nous presse en fait de bien regarder, de ne pas se laisser râler à la première impression, toujours vague, mais à bien regarder les détails, à adopter le même soin que lui a eu à observer la nature. Les tableaux d'Arcimboldo, clairement, ne rentrent pas dans les canons esthétiques de l'époque, et c'est un euphémisme de dire ça. Vasari s'offusquait déjà du grotesque de certains maniéristes comme Tintoret, alors je me demande la tête qu'il aurait fait devant ces écheveaux de légumes. En fait, dans la seconde moitié du XVIe siècle, figurez-vous que les artistes sont un peu désœuvrés. Raphaël, Michel-Ange et Léonard de Vinci, ces trois géants venaient de porter l'art à un niveau inimaginable. Alors on comprend que les artistes de la génération suivante se cherchent un peu, parfois découragés devant ces montagnes réputées indépassables. Mais ils ne vont pas se laisser faire pour autant. Certains artistes se mettent au travail et ne vont plus chercher à reproduire l'idéal de beauté de leurs illustres prédécesseurs. Non, ils essayent des choses, ils se mettent à explorer des chemins inempruntés jusqu'alors, à compliquer leurs œuvres d'invention, à les cuirasser d'une originalité toute neuve. Au diable la perfection et le charme, disent-ils, défrichons les terres de l'inouï, du bizarre, parfois du grotesque. Et c'est dans cet esprit, qu'on appelle le maniérisme du XVIe siècle, que notre peintre du jour, Giuseppe Arcimboldo, s'inscrit le plus complètement. Vers 1525, Milan, sa ville natale, est sous la houlette des Habsbourg, et quand il est dans sa trentaine, l'empereur Maximilien II en personne le convoque à son service, à la cour de Prague, pour être portraitiste de la famille impériale. Mais portraitiste, c'est un peu réducteur. Comme Léonard de Vinci, Arcimboldo est un esprit pluriel, inventif au possible. Il invente des instruments, écrit de la poésie, conçoit des costumes pour les fêtes impériales. On le connaît aussi ingénieur, architecte, organisateur des fêtes et des spectacles pour la cour. Bref, à la cour de Prague, Arcimboldo n'est pas seulement portraitiste, il est un peu là pour émerveiller. En tant que peintre, en tout cas, il commence par ce type de portrait plutôt classique, comme s'il tâtait un peu le terrain, et quelques années plus tard, il offre à l'empereur les 4 saisons d'abord, les 4 éléments ensuite. Et devinez quoi? À la cour, on raffole de ces tableaux. On fait d'autres commandes, on se les offre, on demande des adaptations pour que ces figures arborent nos armoiries, parce qu'à la Renaissance, il y a bien une chose qu'on aime beaucoup, beaucoup, ce sont les allégories, on aime les œuvres truffées de symboles. Tenez, ici, dans cette représentation, on a le paon et l'aigle, symbole des Habsbourg. Là, on a la chaîne de la toison d'or, apanage des dynasties régnantes de l'époque, surmontant ce petit médaillon avec l'aigle bicéphale qui n'est rien moins que la bannière du Saint-Empire romain germanique. On pense aussi que le feu dans la série des éléments représente la puissance militaire des Habsbourg, surtout dans un contexte de lutte contre les Turcs, avec les mèches, l'incandescence de la chevelure et le bout du fusil qu'on voit juste là, qui évoque les arquebuses chères aux lance-quenets de l'Empire. Vous voyez donc qu'il est très probable que dans certains de ces tableaux, et plusieurs experts d'Arcimboldo vont en ce sens, que l'artiste fasse un éloge de la puissance et du pouvoir de l'auguste maison Habsbourg. Et de même, prises ensemble, les 4 saisons représentent l'idée de permanence, d'harmonie, de stabilité du règne impérial. L'empereur devient une sorte de despote cosmique, maître du temps de la nature autant que du temps des hommes. Car si on pousse à peine l'interprétation, chaque œuvre c'est une saison bien sûr, mais aussi un âge de la vie.
Le printemps, avec sa collerette de marguerite et sa joue galbée par une rose, c'est peut-être la jeunesse en fleurs, et l'été, avec son nez en concombre, l'adolescence, le temps où tout mûrit, où le sourire s'accorde au soleil, sourire qui s'efface avec l'automne, c'est l'homme mature, représenté par cet homme tonneau, mi-figue, mi-raisin, qui, plus que le printemps et l'été, en a vu des vertes et des pas mûres. Et enfin, l'hiver à la peau calleuse d'un tronc d'arbre, dont les stries rappellent les rides de la peau d'un vieil homme, c'est le patriarche, celui qui en a vu des hivers. On les imagine bien, les courtisans joyeusement attroupés autour de ces tableaux, rivalisant dans la dissection pour identifier chaque fruit, chaque fleur, chaque animal. On imagine aisément les rires et les acclamations à la cour, peut-être plus encore devant ces autres tableaux d'Arcimboldo, où là, on n'est plus directement dans la caricature, dans des œuvres facétieuses destinées à amuser la galerie. Ainsi de ce bibliothécaire que j'aime bien, bâti de livres empilés les uns sur les autres, à la moustache touffue formée de queues d'animaux avec des loupes aux yeux et des marque-pages aux doigts. Ou encore de cette parodie du juriste au visage farci de carcasses de volaille, au menton filant en queue de poisson et à la joue bouffie d'une cuisse de poulet. Sa corpulence est énorme, le ventre adipeux déborde de tous les livres goulûment ingérés. Alors à voir comme ça défiler ses œuvres, à constater le style si unique d'Arcimboldo, on pourrait se dire, et certains l'ont cru, qu'il était dérangé ou qu'il laissait libre cours à ses fantaisies, mais bien au contraire. En fait, il satisfaisait les goûts bien réels de l'époque et du milieu dans lequel il évoluait, la cour de Rodolphe II, l'un des endroits d'Europe, le seul peut-être, où une telle peinture pouvait s'épanouir. Parce que Rodolphe II était empereur, certes, mais son truc, ce n'était vraiment pas la politique. C'était plutôt la science, l'art, en fait, tout ce qui pouvait nourrir son insatiable curiosité. Autour de lui, à Prague, gravitent astrologues, alchimistes, médecins, peintres et poètes venus de toute l'Europe. Sa cour était un petit paradis pour les savants, les humanistes et les artistes où l'on débattait de tout et n'importe quoi, où l'on se passionnait de tous les mystères du monde, qu'on cherchait bien sûr à percer. Et de tous les intérêts de la cour et de Rodolphe II, l'étude de la nature était le plus vif. Une approche directe, une observation sincère et ingénue, en témoignent je crois assez éloquemment les œuvres d'Arcimboldo. En fait, à l'époque, les frontières entre les disciplines étaient plus poreuses qu'aujourd'hui. Arcimboldo était peintre, oui, mais aussi botaniste, voire zoologiste. C'est le cas aussi pour ses confrères à la cour. Il n'y a qu'à voir les planches de Joris Höfnagel pour constater toute l'ampleur de cette curiosité pour les merveilles de la nature, dans une démarche qui est presque encyclopédique en vérité. On a des animaux de toutes sortes, des insectes, des escargots, des tortues, des éléphants, des poissons, etc., etc. Bon, en ayant tout ça à l'esprit, les œuvres d'Arcimboldo, il faut en fait à la fois les situer dans cet enthousiasme pour la nature, mais surtout les comprendre au prisme de la croyance de l'époque, à savoir de l'intime intrication de l'homme dans la nature et de la nature dans l'homme. En somme, c'est l'idée que l'homme est un reflet miniature de l'univers. Donc, composer un visage humain à partir de légumes, de fruits, de fleurs ou de poissons, c'est en vérité exprimer de la plus belle des manières cette idée. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve cet enthousiasme à la cour de Rodolphe II pour la nature vraiment émouvant. Ces artistes, ou plutôt ces naturalistes, animés d'une curiosité passionnée portant un regard toujours neuf sur les choses, comme un enfant émerveillé devant des spectacles encore inédits pour lui de la beauté du monde. Et cette fascination à la cour, elle avait un centre de gravité, un endroit bien précis, légendaire, où l'œil saute de trésor en trésor, le cabinet de curiosité de Rodolphe II, le fameux Wunderkammer. Une véritable chambre des merveilles où on rassemble tout ce qui peut susciter l'étonnement, des animaux rares, des plantes, des minéraux, des objets venus de terres lointaines, des œuvres d'art, des curiosités naturelles ou fabriquées par l'homme. L'idée n'est pas simplement de collectionner, c'est pour ainsi dire de condenser le monde pour mieux le connaître. Faire tenir dans un même lieu les choses les plus extraordinaires que l'on puisse trouver dans la nature et dans les œuvres des hommes. Vous l'aurez compris, dans un tel environnement, Arcimboldo nageait comme un poisson dans l'eau. Et ce tableau devait certainement y trôner dans ce cabinet de curiosité. On a là comme une quintessence du cycle des saisons qu'on a vu avant, avec des fruits, des légumes qui poussent cette fois à toutes les époques de l'année. Et pour cause, Vertumne, c'est une divinité romaine, le maître des saisons, le maître des cycles, pour ainsi dire. Autrement dit, Rodolphe II est associé à cette figure divine de la Rome antique, un choix qui n'a d'ailleurs rien d'anodin, puisque le Saint-Empire se revendiquait comme l'héritier direct de l'Empire romain. Là encore, dans ce portrait de Rodolphe II, on a très vraisemblablement une allégorie de la puissance et de la bonne gouvernance impériale qui s'étend jusqu'au domaine de la nature.
une véritable corne d'abondance personnifiée en Rodolphe II, ou peut-être l'inverse, Rodolphe II métamorphosé en corne d'abondance. On a des fleurs, des fruits, des légumes, des citrouilles, des olives, cette magnifique écharpe de fleurs garnies de carottes qui rappelle un peu celle des nobles ou des militaires. Toute cette profusion met aussi en scène la richesse de l'empereur. Ce n'est pas si évident, certes, on pourrait se dire c'est que des légumes, sauf que remarquez tous ces épis de maïs là qui parsèment la tête de Vertumne, eh bien c'est en un sens une couronne de laurier, parce que le maïs était considéré exotique en Europe en 1590. Oui, il vient tout droit du Nouveau Monde, des Amériques découvertes un siècle auparavant. Et en incluant ces cultures étrangères, encore rares et lointaines comme le maïs, Arcimboldo affiche la richesse de Rodolphe II et la largesse de sa main qui s'étend jusqu'au-delà de l'Atlantique. Pour autant, certains parmi les contemporains d'Arcimboldo voyaient dans une œuvre comme le Vertumne un portrait satirique ou une caricature dans la même veine que le bibliothécaire ou le juriste qu'on a vu avant. Mais avec tout ce qu'on vient d'évoquer, le Vertumne a dû surprendre, c'est sûr, mais c'est difficile de croire qu'un tel tableau cache une tentative voilée de critiquer l'empereur, voire une tentative de le ridiculiser. Arcimboldo était peintre de cour, son métier c'était de satisfaire ses commanditaires. Et en plus, des copies du Vertumne en circulaient dans toute l'Europe à l'époque, suggérant bien le rôle du tableau en tant qu'allégorie du pouvoir politique des Habsbourg. Ce tableau est donc un hommage, certes, mais un hommage qui devait être étonnant, bizarre, merveilleux pour ravir un empereur comme Rodolphe II. Et puis, le connaissant un peu maintenant, sans doute qu'un portrait plus conventionnel comme on en faisait à l'époque l'aurait laissé bien froid. Et finalement, c'est comme ça, je crois, qu'il faut comprendre les œuvres d'Arcimboldo. Elles sont avant tout en elles-mêmes des curiosités, des choses rares et surprenantes destinées à étoffer le cabinet de curiosité de l'empereur. Et en ce sens, le Vertumne était peut-être l'expression la plus parfaite, l'émanation la plus fidèle de l'esprit du Wunderkammer. En somme, à la cour de Rodolphe II, et même aujourd'hui à vrai dire, je crois que découvrir un nouveau tableau d'Arcimboldo était un plaisir, une jouvence. C'était comme découvrir une nouvelle plante, une nouvelle espèce animale, une nouvelle merveille du monde.